Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour ce nouveau forum. Togo, terrorisme, coup isolé ou vraie menace. Mali, la CEDEAO en fait-elle trop? Et puis un troisième sujet au menu cette semaine, Sénégal, législative, l'opposition s'est-elle fait piéger? Et notre invité pour en parler, Jerry Tama. Bonjour Jerry Tama. Bonjour, Comment allez-vous? très bien. Jerry Tama, il est le président du nouvel engagement togolais, NET, parti d'opposition au Togo, député à l'Assemblée nationale, président d'un groupe parlementaire avec le PDP. Oui, voilà, président du groupe parlementaire NET PDP à l'Assemblée nationale. L'un des trois groupes parlementaires de le président à l'Assemblée nationale togolaise. Et un autre président, ça fait trois présidents pour vous. Président du CPC. Oui, président du cadre national, du cadre permanent de concertation, qui est un cadre aujourd'hui qui réunit l'ensemble des acteurs politiques, qui à l'issue du dialogue de 2021, réuni dans le CNAP, aujourd'hui essaie de suivre la mise en œuvre des recommandations de cet autre rassemblement. Nous en parlerons tout à l'heure. Le premier sujet, donc, c'est le terrorisme aux portes du Togo. Votre pays qui a connu une première attaque djihadiste meurtrière il y a quelques semaines dans le nord du pays, à Kpenjal, avec une condamnation unanime de la classe politique. Pour une fois, opposants et partis au pouvoir se sont donc entendus pour condamner cette attaque. Oui, mais je pense que c'est une réaction de conservation normale. On peut s'opposer sur nos questions politiques, sociales, même parfois économiques, c'est normal, ça procède du jeu normal de la politique dans un pays. Mais quand le pays est attaqué, quand le pays est agressé, il est évident que le minimum à faire, c'est au minimum faire cette condamnation donc unanime. Et j'ai été particulièrement touché par cette unanimité et par cette spontanéité. C'est-à-dire qu'on n'a pas, la plupart du temps, parfois les partis politiques réagissent à contre-coup, avec beaucoup de délais. Là, dès le lendemain, dès le 11 mai, puisque l'attaque a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 mai, tous les partis politiques, unanimement, ont condamné cette attaque et je pense que ça va mettre à l'actif du patriotisme qui nourrisse l'ensemble de ces partis-là. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été informé? Sous d'autres cieux, je sais que les partis d'opposition sont consultés, sont mis au parfum au même niveau pratiquement d'information. Est-ce que vous en savez officiellement beaucoup Non, plus? nous avons eu un communiqué du gouvernement par rapport à cet acte-là. Nous avons eu un communiqué du gouvernement, je pense, qui a été mis à la disposition de tous les citoyens. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant Non, j'en viens. Et puis après, grâce aux réseaux sociaux, on a eu quand même des images qui corroboraient ce qui était là, sans compter que nous avons aussi, moi en tant que parti politique, j'ai des militants dans ces zones. J'ai moi-même par exemple 3 conseillers dans le Pendjal. Donc nous avons eu les informations de première main. Et puis au niveau du CPC, nous avons organisé une rencontre avec le ministre de la Sécurité qui a eu lieu donc une semaine plus tard pour avoir les contours de ce qui s'est passé, les mesures prises en amont par le gouvernement depuis que nous avons commencé à partir de 2018 à avoir ce genre de velléité dans la sous-région. En 2021, comme vous le savez, au novembre 2021, on a eu une première incursion dans le village de Sanologa et Sanloga. Et puis, bon, ben voilà. Donc, on a eu les informations plus tard. Mais nous nous sommes déjà appuyés sur le communiqué du gouvernement pour condamner de façon unanime. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et donc vous avez compris ce qui s'est passé. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut... Vous êtes rassuré par les informations du gouvernement? Non, ben aujourd'hui, je peux dire que nous avons eu de meilleures informations lors d'échanges entre le CPC, le ministre de la Sécurité, le général Yak. Mais je ne pense pas qu'on chipote quand il s'agit de ce genre de trucs. Nous avons une attaque, nous avons des morts. On ne va pas aller commencer à demander si les gens sont réellement morts ou pas. Et nous avons des blessés et nous avons la première attaque réellement meurtrière, comme vous l'avez dit. Et je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour condamner cette agression lâche, barbare, veule de notre territoire, des gens qui défendent notre territoire. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, Oui. après, on a eu le temps d'avoir... Ces attaques étaient annoncées, en tout cas, la menace, on la connaissait, mais le commun des mortels se demande pourquoi les dispositions n'ont pas été prises pour justement prévenir ce genre de... Peut-être que vous avez oublié de préciser dans la présentation que je suis un ancien officier des forces armées togolaises. On peut se préparer, mais on ne peut pas éviter ce genre d'attaque du moment où c'est des gens qui sont déterminés, qui ont envie de créer le chaos dans le pays pour pouvoir faire leurs basses besognes.
du moment où nous avons un voisin du septentrion, le Burkina Faso, qui subit au quotidien ce genre d'attaque, au point où une bonne partie des forces de défense de nos amis du Burkina Faso ont dû se replier sur la ville de Kopienga parce que les postes isolés sont en permanence harcelés. Donc oui, on savait que ça allait arriver, mais après vous avez une frontière qui fait près de 80 km que vous ne pouvez pas protéger de façon permanente. Mais il n'en reste pas moins qu'ils ne sont pas venus s'attaquer dans un village, ils sont venus s'attaquer à un poste de combat. Et sur les éléments que nous avons, nos éléments ont riposté. Il y a eu aussi des morts dans leur camp. Les informations qui ne sont pas venues et qu'on nous a communiquées, c'est qu'il y a eu au minimum 15 morts de leur côté. Donc voilà. Mais après coup, écoutez, quand vous arrivez, quand vous tuez dessus, vous riposez. Et comme personne n'est Rambo, comme on le voit dans les films, quand vous tuez dessus, vous prenez les balles, quand vous riposez aussi les autres en face, ils encaissent aussi dans la tronche. Donc c'est comme ça. Mais ce que je dois dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que c'était prévu, mais on ne peut pas savoir exactement où est-ce que ces gens la frappent. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle un conflit asymétrique. C'est-à-dire que pendant que nous, nos militaires sont sur des points repérés et défendent le territoire, eux, ils sont des groupes. Parfois, des petits groupes, mais là, il s'agissait quand même d'un gros groupe, puisqu'on parle éventuellement de 60 packs de personnes avec une trentaine de motos. Donc, c'est quand même une puissance de feu énorme. Et vous ne pouvez pas les empêcher de faire, mais vous devez faire en sorte que chaque fois qu'ils vous touchent, que le mal que vous leur envoyez, ils réfléchissent à 2 fois avant de revenir, c'est tout. Le groupe de soutien à l'islam aux musulmans, le GSIM ou le GENIM, la principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, a revendiqué cette attaque. Mais certains disent que le Togo s'est attiré la foudre de ces djihadistes. Que répondez-vous à cela en participant à l'opération onusienne au Mali, en acceptant de faire un dialogue avec le Mali? Certains font ce lien. Non, il ne faut pas tomber dans le piège des terroristes. Les terroristes, leur objectif, c'est d'empêcher d'agir. Et donc, si vous tombez dedans, c'est que vous ne faites plus rien. Leur objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de créer des zones de non-droit, des zones où ils peuvent faire leur affaire. Parce qu'au fait, quel est leur objectif politique? Il n'y en a pas, quasiment. Donc, derrière, c'est du business. Et si vous tombez dans le piège de dire, il ne faut pas agir, vous savez, en 2013, quand il a fallu envoyer des troupes au Mali pour faire pour permettre à ce que, avec l'appui de Serval, stopper la colonne qui descendait dangereusement sur Bamako, le Togo a été le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à envoyer des troupes. Nos troupes sont parties même par voie terrestre. Après le Mali et le Tchad, c'est-à-dire que le Tchad a envoyé ses troupes de N'Djamena et le Togo a envoyé ses troupes de Lomé. Et à l'époque, quand en 2015, on a eu une attaque dans le Grand Bassam, donc dans le littoral même en Côte d'Ivoire, sur les documents qu'on a trouvés chez les terroristes qui ont été donc abattus, on a trouvé qu'il y avait 2 destinations. Le Togo d'abord. Le Togo d'abord. Et puis ça a échoué grâce au renseignement. Et donc, tout simplement parce que ces gens-là nous en voulaient d'avoir été le tout premier pays à envoyer des troupes au Mali. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège. Sinon, vous n'agissez pas. Donc, en réalité, c'est que tout le monde reste dans l'immobilisme. Et après, ça va faire l'affaire. Non, contre le terrorisme, il n'y a qu'une seule façon de combattre. C'est de les combattre, de les poursuivre et de les annihiler, ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas de truc politique derrière. Quand il y a un groupe qui a des revendications politiques, vous pouvez s'asseoir et discuter. Mais des gens qui viennent tuer des femmes, tuer des enfants, tuer des personnes innocentes, attaquer des militaires qui ne sont pas dans une position d'agression, la seule façon, en tout cas c'est mon avis, la seule façon de les combattre, c'est de les exterminer. J'ai lu un article de journaliste argumenté que le tissu social au Togo n'est pas assez préparé pour lutter efficacement contre le terrorisme parce qu'il y a encore beaucoup de frustration, beaucoup de divisions politiques. Vous, comment qualifiez-vous le climat sociopolitique? Non, le climat sociopolitique, il est ce qu'il est. Vous savez, nous sommes dans un pays où plus de 100, à peu près entre 45 et 50% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. En fait, on n'a pas besoin de problèmes politiques pour que les gens soient frustrés. Aujourd'hui, vous avez par an près de 60 000 personnes qui viennent sur le marché de l'emploi, alors que les offres, en réalité, ne font pas 15 ou 20 000. Donc, il est évident que le chômage, la précarité, nous avons l'un des SMIC les plus bas de la sous-région. Donc, en réalité, le Togo aussi a le niveau de vie le plus bas de la sous-région. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, du coup, mais il n'en reste pas moins que nous consommons les choses qui viennent de l'extérieur. Je ne sais pas si on n'aura pas le temps de parler de la vie chère, mais quand des produits, nous avons une balance commerciale
très déficitaire. Donc nous importons plus que nous exportons, et nous n'exportons pas des produits de consommation, nous exportons de la matière brute. Donc ça veut dire que nous ayons un niveau de vie bas, il n'en reste pas moins que les produits manufacturés qui arrivent dans notre pays coûtent du même prix, qui le coûtent, même parfois même coûtent plus cher même que dans certains pays en fonction des barrières douanières. Donc, si on veut chercher des problèmes, on n'a pas besoin d'aller les trouver sur le plan politique. La précarité est déjà l'un des freins à la cohésion sociale. Mais il n'en reste pas moins que, quand vous prenez aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, mais il n'y a pas de pays qui arrive à résister à la pression de ces groupes-là. Je rappelle quand même que le pays qui subit le plus la menace terroriste depuis plus de 10 ans, c'est quand même le Nigeria, qui a une puissance économique sous-régionale. Donc, pour moi, les problèmes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques, ne sont pas, à la limite, un élément qui encourage ou décourage ces groupes-là, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de créer le chaos. Mais la riposte a besoin d'une unité nationale. Non, la riposte a besoin de militaires qui soient bien formés. La riposte a besoin... J'ai pas fini avec la collaboration. C'est-à-dire que la riposte a besoin de militaires bien formés. La riposte a besoin de l'adhésion des populations vis-à-vis des militaires, pas forcément vis-à-vis des politiques. Et aujourd'hui, ce que moi je peux reconnaître, c'est qu'au-delà de nos calculs politiques, il y a quand même une synergie entre les forces de défense et les populations dans certaines zones. Mais quand vous prenez par exemple la zone septentrionale, ce que nous appelons au Togo la région de la savane, c'est 90% de taux de pauvreté. Donc ça aussi c'est une réalité. 90%, ça veut dire que 9 personnes sur 10 vivent sous le seuil de taux de pauvreté. Et quand vous avez ça, vous avez le terreau pour que ces gens-là viennent recruter, que ces gens-là viennent trouver des complicités. Donc il est évident que, au-delà des problèmes politiques que nous pouvons avoir, au-delà des calculs politiciens que nous pouvons avoir, la pauvreté est le meilleur allié du terrorisme. Mais est-ce que les clivages politiques existent encore? Ils existeront toujours. Beaucoup en dehors de la DMK, la dynamique Monseigneur. Non, d'abord, je rappelle quand même que ça fait depuis 2010, depuis 2020, nous avons un truc qui s'appelle le coronavirus, qui a conduit depuis à partir de mars 2020 à une suite ininterrompue d'état d'urgence. Et qui dit état d'urgence dit interdiction de manifestation. Donc aujourd'hui, on ne peut pas exactement évaluer la frustration politique ou bien l'opposition politique à l'aune de ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes, moi je suis président d'un parti politique, je sais la situation dans laquelle nous vivons et je ne veux pas trouver, pendant qu'on oblige tout le monde à porter des masques par exemple, je ne me vois pas en train d'appeler les gens à aller faire une manifestation, sauf si nous sommes dans une situation de menace très importante de nos droits, de nos libertés. Notamment, vous étiez au stade la dernière fois pour suivre le match des éperviers où il y avait du monde. Vous n'avez pas joué avec les masques. Je dis, si je trouve qu'il y a une manifestation dont l'objectif, c'est de sauver, par exemple, des libertés fondamentales, oui. Je demanderai à une manifestation, encore que ce n'est pas forcément dans notre ADN. Mais est-ce que les manifestations politiques sont la seule expression de la liberté politique? Je ne pense pas. Aujourd'hui, vous avez une Assemblée nationale plurielle avec 3 groupes parlementaires, dont 2 de l'opposition. Vous êtes bien placé pour savoir que je la ramène beaucoup à l'Assemblée nationale et que peut-être même aujourd'hui, on est plus caustique, plus entreprenant, plus opiniâtre sur les interpellations que peut-être même les députés. C'est vous qui le dites. Il y a un grand sage du parti au pouvoir qui a déploré la dernière fois cette opposition molle en disant qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Au fait, on s'est rendu tout simplement compte qu'il est resté longtemps en hibernation et il ne s'est pas rendu compte que beaucoup de choses se sont faites dans le pays parce que pendant qu'il est en train de dire une énorme bêtise comme celle-là, les acteurs politiques étaient au CNAP. Et quand je dis des acteurs politiques, vous avez l'un des plus grands partis de l'opposition, et je le reconnais sans absolument me dédire, qui est l'ANC, qui a été le parti qui, depuis 2012, a animé la vie politique de l'opposition. Vous avez des partis comme la FDR, vous avez des partis comme l'UDS Togo, l'UFC, qui a été l'un des plus grands partis par le passé. Vous avez tous ces partis-là qui étaient dans une concertation nationale. Alors, quand vous avez le gouvernement qui vient dire « je veux faire des discussions », 52 propositions lors du CNAP, et qu'un autre vient pour dire il n'y a pas d'opposition, ça s'appelle, j'aime bien l'expression, c'est une hérésie intellectuelle. Vous avez ces cadres de discussion entre pouvoir et opposition, mais comment vous n'arrivez pas à dégonfler des problèmes sociaux comme la crise des enseignants, par exemple? Écoutez, je peux vous dire que
dans les recommandations du CNAP, il y avait par exemple le sujet de la libération des personnes interpellées pendant les manifestations. Et séance tenante, quand nous étions en train de tenir cette discussion, on a dit, ben, quelle est la situation? Dieu merci, il y avait des avocats qui ont l'habitude de traiter de ce problème-là au sein du CNAP, qui ont été mandatés pour dire, ben, écoutez, nous sommes d'accord qu'il faut libérer les personnes éventuellement, c'est même pas éventuellement, incarcérées pour avoir participé à des manifestations politiques. Il faut aller voir quelle est la situation, sachant que, comme je l'ai dit, depuis 2020, on ne fait plus de manifestations. Donc, les avocats sont allés faire la situation. Il restait 2 détenus qui étaient encore en prison qui ont été condamnés pour leur participation sur la base des voies de fait sur ces manifestations. Nous avons eu, depuis le 22 janvier, une grâce présidentielle pour ces 2 personnes. Donc je parle des enseignants. Ce que je veux dire, oui, mais les sujets, les sujets qui ont été pendant le CNAP, parce que nous avons fini le CNAP quand le problème des enseignants n'avait pas atteint le niveau qu'il a atteint aujourd'hui, c'est-à-dire que où des enseignants ont été exclus. Ça, par exemple, les sujets qui étaient sur le tapis, on les a réglés. Maintenant, le problème des enseignants, c'est le nouveau problème qui est sur le tapis. Nous sommes en discussion avec le gouvernement pour essayer de trouver une solution. Parce que, vous savez, moi, j'ai toujours été mesuré dans mes propos. Je dis, oui, il est important que pour l'apaisement, que nous faisions face à des situations qui sont des situations sociales critiques. Les enseignants, certaines personnes vivent dans des situations aussi assez difficiles, même si, comparativement à la situation des enseignants volontaires, dont certains parfois sont payés 5 000 francs le mois, on peut relativiser, mais il n'en reste pas moins que quand il y a une situation, il faut faire l'état des lieux, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les responsabilités, et une fois qu'on a établi les responsabilités, éventuellement avoir une posture de conciliation pour faire en sorte que nous retrouvons la quiétude. Mais ça, nous sommes là-dessus. Oui, mais je reviendrai sur le sujet dans la seconde partie, surtout pour vous demander ce que vous faites dans ces cadres-là contre la vie chère que vous avez évoqué tantôt. On en parlera, il n'y a pas de souci. Mais souci. pour clôturer avec ce chapitre, est-ce que vous pensez que ces cadres de discussion sont efficaces, sincèrement? Pour moi, je pense que c'est l'un des cadres de discussion. Là, pour le moment, on n'a pas encore tout appliqué. Pour moi, je pense que c'est l'un des cadres de discussion qui a été le plus inclusif, qui a été le plus ouvert et sur lequel nous avons quand même aujourd'hui. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où la liberté d'expression existe. Vous avez 17 partis qui sont dans le cadre de discussion. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que les partis que nous sommes centristes et nous avons l'habitude d'être considérés comme des partis participationnistes, béquilles du pouvoir, tout ce qu'on peut dire. Ça m'a jamais posé de problème, remarquez. Mais il n'en reste pas moins que j'ai cité par exemple le cas de l'ANC aujourd'hui, qui fait partie des discussions. Vous avez le PSL qui fait partie des discussions, l'UDS Togo qui fait partie des discussions, autant de partis ADI qui fait partie des discussions. Mais d'autres ne sont pas avec vous. Oui, c'est BMK, le cas, ils sont libres. Le BNP, le Parti des travailleurs, ils sont libres. Ouais, le Parti des Togolais. Attention, ne citez pas tous les partis parce que le critère pour appartenir au CNAP, c'était des partis qui ont participé au minimum aux 3 dernières élections. Vous avez parlé du Parti des travailleurs. Le Parti des travailleurs, depuis qu'il existe, le Parti des Togolais plutôt, n'a participé à aucune élection. Donc, c'est bien. Moi, je ne conteste pas le choix des partis. Mais si vous êtes un parti politique et vous ne participez pas aux élections, on peut à raison se demander quel est votre objectif. Sachant que vous connaissez les conditions dans lesquelles la politique s'exerçait dans le pays, vous connaissez les textes du pays. Donc voilà. Mais il n'en reste pas moins que le critère était là. La DMK a décidé. Et je la comprends en disant, je ne participe pas des discussions tant que le contentieux électoral de 2020 est sur le parti et que nous considérons que ce contentieux-là n'est pas réglé. Est-ce qu'ils ont les moyens de leur action? J'en sais rien du tout. Moi, je considère que 2020 est derrière nous et qu'il faut passer devant. Mais ça, c'est des choix. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, sur les 17 partis qui sont au niveau du CNAP, que vous avez près de la moitié des partis qui ont fait partie de la C14, par exemple, qui sont là aujourd'hui. Donc, on ne peut pas considérer que c'est nous les béquilles ou bien tout ce que vous voulez. Hein. Moi, ça ne m'a jamais cherché gêné, qui sont uniquement là et qui sont des suiveurs. Vous avez des partis qui ont souvent fait preuve d'opinion traitée, qui sont fermes sur leurs positions, mais qui aujourd'hui sont dans ce cadre-là. Et comme je l'ai dit, sur les 52 recommandations que nous avons, aujourd'hui, nous sommes à près de 45 recommandations qui ont été mises en œuvre. On verra. Vous connaissez mon propos sur la politique au Togo. Au Togo, ce n'est pas les textes, c'est les moyens. Et les moyens s'appellent l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, c'est extrêmement difficile de gagner des élections. Et au Togo, nous avons une opposition pauvre. Monsieur le Premier ministre est pauvre d'ailleurs. Mais c'est ça la réalité. Il ne faut pas se gargariser de concepts en disant oui, c'est parce que ce texte, on a l'un des codes électoraux les mieux avancés. Mais
Et prenons un exemple qui est très simple. Quand vous avez près de 10 000 bureaux de vote, sur les 10 000 bureaux de vote, vous n'avez pas la certitude d'avoir dans tous les bureaux de vote des membres de bureaux de vote. Il faut mettre des délégués. Les délégués, pour mieux assurer la sécurité, il faut en mettre 2. Vous devez mettre 2 délégués que par hasard, vous décidez même, parce que quand le TER vous rembourse, c'est 2 000 francs quand on ne rembourse pas délégué. Et que vous décidez par hasard de mettre 2 délégués par bureau de vote, donc ça fait 20 000 délégués multipliés par 2, ça fait 40 millions. Vous n'avez pas les 40 millions, cher ami. Rien ne vous empêche de vous mettre ensemble pour les politiciens togolais, tu n'as jamais vu des politiciens togolais se mettre ensemble avec tous les égaux. Nous sommes un panier de crabes. Dès que vous mettez ensemble, il y a quelqu'un qui considère que vous êtes là pour travailler pour lui et il y a quelqu'un qui considère qu'il ne veut pas travailler pour l'autre. Non. Aujourd'hui, nous avons un texte qui est très clair au niveau, et c'est à l'actif de l'Assemblée nationale présente, qui a fait une modification substantielle en mars et en mai 2019. Ce que ça faisait plus de 10 ans, la classe politique de l'opposition n'a pas pu le faire. Nous avons des élections présidentielles à 2 tours. Donc, la nécessité de se mettre ensemble ne s'exprime plus. Parce que quand vous avez des élections à 2 tours, chacun va au premier tour pour montrer sa force et au deuxième tour faire des alliances. Mais le gros problème, je l'ai dit, nous avons des problèmes. Au premier tour, si vous ne faites pas alliance, comment vous allez contrôler les résultats? Si vous faites alliance, si vous faites alliance, c'est que vous vous faites battre au premier tour, il n'y a plus de deuxième tour. Aussi simple que ça. Quand vous faites alliance, vous faites un candidat unique, s'il est battu, il est battu. Ça revient à ce que nous avions autrefois. C'est-à-dire que l'élection a un seul tour. Les téléspectateurs vous écoutent. On va revenir donc sur le sujet togolais dans la seconde partie avec leurs questions. Ils sont très nombreux à vous interroger déjà. Je rappelle le contact, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Vos questions via WhatsApp à notre invité de cette semaine, Jerry Komandega Tama. Il est le président du nouvel engagement togolais et en même temps président du CPC, le cadre permanent de concertation, cadre de discussion des acteurs politiques au Togo. On va passer donc à notre deuxième sujet, le Mali. Le Mali qui a acté la transition à 2 ans, 2 ans pour remettre le pouvoir aux civils. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé cette semaine. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, décrète, article 1er. La durée de la transition est fixée à 24 mois pour compter du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition. Le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, donc, qui fixe la transition à 2 ans, directement. Mais c'est paradoxal, pourquoi la CEDEAO ne veut pas entendre raison? Écoutez, parce que chacun a son calendrier, chacun a ses principes. Moi, vous savez, je suis venu ici, sur ce plateau, au début de cette crise, et j'ai dit, moi, ça ne me gênerait pas que le Mali quitte la CEDEAO. Ils ont déjà quitté l'initiative, le G5, ça ne me dérangerait pas. Il y aura même plus de cohérence que le Mali quitte la CEDEAO et évolue de ses propres ailes, comme la Mauritanie l'a fait sans aucun problème, que de rester dans cette ambivalence où on a un pied dedans, un pied dehors. Le Mali est un État souverain qui est libre de faire ce qu'il veut dans l'intérêt de ses compatriotes. S'il décide de mettre la transition sur 2 ans, donc ça veut dire qu'ils actent le fait que les sanctions de la CEDEAO vont continuer à leur être imposées, ils font les choses en fonction de leurs intérêts. Et puis je note quand même que depuis janvier, le Mali n'est pas plus mal qu'il ne l'était avant, et que donc ça veut dire quand même que quelque part les sanctions de la CEDEAO ne sont pas aussi efficaces qu'il le fallait. Donc ils sont responsables de leur destin. Tout simplement. Mais comment comprendre qu'on impose des sanctions au Mali qui propose 2 ans, alors qu'au Burkina Faso et en Guinée, ils ont annoncé une transition de 3 ans sans que la CEDEAO ne... Non, attention, c'est pour le peu que je suis. La dernière réunion du 3 juin, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Et donc aujourd'hui,
on va voir exactement quel type de sanctions vont être imposées au Mali et non à la Guinée-Conakry. La CEDEAO n'avait pas perdu beaucoup de temps pour sanctionner Non, mais le Mali. le problème aujourd'hui, il y a peut-être un cas de jurisprudence. C'est-à-dire que autant sur le Mali, ils avaient été unanimes, comme on ne le dit pas suffisamment, mais comme ils ont été dans beaucoup de pays, y compris le Togo. Et le package de sanctions qu'on a donné au Mali, c'est les mêmes sanctions qu'on a données à la Côte d'Ivoire en 2010. Donc, en réalité, la CEDEAO avait une façon de faire, c'est que dès qu'il y a rupture de la démocratie, de l'ordre constitutionnel, bam, il se match. Même si nous tous nous sommes d'accord que c'est dommage que la CEDEAO se match quand il s'agit de coups d'État, mais elle ne se match pas quand il s'agit de coups d'État institutionnels, quand des gens décident de survoler l'ordre constitutionnel en se présentant pour une troisième fois, comme ça a été le cas au Mali et en Côte d'Ivoire. Donc voilà, mais ça c'est un autre débat. Mais il n'en reste pas moins que jusqu'à tout récemment avec le Mali, la CEDEAO avait l'habitude d'être intraitable. Donc là, il y a un élément qui se pose en place, c'est que, au fait, les chefs d'État se rendent compte que, d'un côté, les sanctions ne font pas que du bien pour la population. Parce que, au-delà du fait qu'on a dit, par exemple, le blocus ne concerne pas les produits vivriers, ainsi de suite, mais c'est qu'une économie est systémique. Donc, si vous bloquez, par exemple, le BTP, qui était un secteur très florissant au Mali, si vous bloquez, par exemple, l'entrée du ciment, ainsi de suite, automatiquement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont se ressentir et puis l'inflation va être automatique. Donc, la CEDEAO, beaucoup de chefs d'État de la CEDEAO se rendent compte que, finalement, ça ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas, la réaction logique, est-ce qu'elle n'est pas de lever les sanctions? Non, mais lever les sanctions, ça veut dire qu'il faudra se morigéner, il faudra se remettre en cause, il faudra revoir ces textes. Parce que le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance dit que dès que il y a rupture de la CEDEAO, voilà les sanctions qu'il faut mettre en place. Donc, hypothèse numéro 1, on dit, ok, d'accord, on va revoir notre façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème de la CEDEAO, c'est que, est-ce que nous laissons faire pour que ça devienne contagieux? L'idée initiale, c'était de dire, si nous frappons fort, personne d'autre n'imitera. Ça n'a pas marché, puisque après le Mali, on a eu la Guinée et le Burkina. Et puis, on se rend compte que finalement, les sanctions contre le Mali ne marchent pas tant que ça. Donc, la CEDEAO aujourd'hui a un carrefour où, hypothèse numéro 1, il reste figé. Même si aujourd'hui nous reconnaissons quand même que, même si les Maliens donnent l'impression par bravitude que tout va bien, l'économie est au plus mal, ainsi de suite. Donc, hypothèse numéro 1. L'économie malienne n'est pas plus mal que l'économie togolaise, ni l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, quand vous prenez la notation par les agences de notation des pays, le Mali aujourd'hui c'est moins là où nous sommes à B+. Donc, les agences de notation, on sait comment ça marche. Après, maintenant, on peut décider de tout remettre en cause, il n'y a pas de souci. Maintenant, il ne reste pas moins qu'aujourd'hui, quand vous écoutez de façon empirique, peut-être même les Maliens, ce n'est pas la chose, tout ne va pas pour le mieux du monde. Mais il n'en reste pas moins que... Dans les autres pays non plus, quand vous écoutez les Béninois qui ne sont pas sous sanction. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que pour autant, on n'a pas l'impression que les sanctions marchent très fort parce que le Mali n'a pas le genou au sol. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, si on compare le Mali peut-être à un pays, je dis un truc à la con, à un pays comme le Bénin, qui est dans une relative stabilité, on peut se rendre compte que beaucoup d'indicateurs sont meilleurs entre le moment où les sanctions sont rentrées et ce que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas dire que les sanctions sont complètement inopérantes, mais on dit que le Mali fait preuve de résilience, de résistance. On peut considérer que c'est une bonne chose. Donc, aujourd'hui, les chefs d'État sont au carrefour des chemins. Est-ce que nous maintenons nos sanctions pour rester en cohérence avec les textes de la CEDEAO, au risque de passer vraiment pour des personnes qui n'ont pas de cœur et qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont, ou bien nous levons les sanctions et en ce moment-là, c'est la boîte à Pandore, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, ou demain, d'autres personnes peuvent faire la même chose en disant pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait la même chose au truc. Donc aujourd'hui, la CEDEAO est au carrefour des chemins. La rencontre du 5 juillet va être déterminante. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lève les sanctions? Parce que là, le Mali vient de dire, nous, on prend 2 ans. À la limite, honnêtement, on chipote. Parce que les gens qui étaient 4 ans, même s'ils ont consommé une bonne partie des 4 ans, les gens qui étaient 5 ans, 4 ans, après on est sur 2 ans, la CEDEAO parle de 16 mois. Honnêtement, 18 mois. Donc on est sur un écart de quoi? De 6 mois, quoi. On ne va pas chipoter pour 6 mois. Dans beaucoup de pays, on reporte les élections sur parfois même une année. Donc ça veut dire que vous non plus, vous ne comprenez pas. On chipote. Vous ne comprenez plus la CEDEAO. On chipote, mais bon, maintenant... Est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a une main derrière Non, moi je pense que la CEDEAO aujourd'hui est blessée dans son amour propre.
et se rend compte que sa survie même est en jeu. Parce que si la CEDEAO recule sur le cas malien, ben, il n'y aura pas d'autres cas où elle va pouvoir taper fort. Je ne dis pas de taper fort avec T à la fin. Parce que les gens qui ont des noms bizarres, qui font que ça peut mélanger, là c'est compliqué. Donc, taper énergiquement. Voilà, on va dire ça comme ça pour être tranquille. Donc, aujourd'hui, c'est un cas d'école où on va voir qu'est-ce que la CEDEAO va faire. Soit vous restez dans votre position et vous paraissez vraiment comme des pantins parce que le Mali va dérouler son programme et faire ces 2 ans pendant que vous avez vos sanctions. Ou bien alors, honteusement, tout honte but, vous dites, ok, bon d'accord, bon on a compris. Maintenant, c'est pour ça que je trouve que c'est bien qu'on envoie le médiateur. Ça aurait été bien que le Mali fasse sa déclaration là, après avoir rencontré un médiateur. On va dire, bon, ok, on s'est entendu, et ainsi de suite. Je pense que la meilleure solution serait ça, d'envoyer une équipe pour dire, ok, même si ils ont dit 2 ans, ils sont engagés à faire un chronogramme qui nous satisfait et on va lever les sanctions. Parce que de toute façon, le Mali n'est pas parti dans une approche où ils vont supplier pour qu'on lève les sanctions. Ça veut dire que logiquement, si le Burkina et la Guinée restent sur les 3 ans, ces 2 pays seront sanctionnés au même titre que la... Ben, si on veut rester cohérent, oui. Mais quand je regarde le colonel Doumbia, lui, je ne sais même pas s'il est au courant qu'il y a un truc qui s'appelle CEDEAO. Lui, il fait son affaire. Doumbia ou Doumbouya? Doumbouya, je dis Doumbouya. J'ai l'impression, lui, il ne sait même pas qu'il y a la CEDEAO, il ne calcule personne. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est Est-ce que la CEDEAO a les moyens de sanctionner les 3 pays à la fois? Non, sanctionner, oui, il peut le faire, mais pour quel intérêt? Fermer les frontières sur les 3 pays? Je dis, sur papier, il faut le faire. Mais maintenant, pour quel intérêt? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez un pays comme la Guinée, ben, il a son littoral, c'est-à-dire que son port, ainsi de suite, même si vous fermez. Le danger qu'il y avait pour le Mali, qui était un pays enclavé, c'était de dire, OK, on peut, il y a des pays, si le pays est entouré que des pays de la CEDEAO, ça peut faire mal. Mais quand vous avez un littoral, vous faites venir les choses de la mer. Et puis aujourd'hui, ben, vous prenez la Guinée-Conakry, commerce avec le Mali commerce avec sa propre monnaie. L'Algérie, la Guinée-Conakry a sa propre monnaie. Donc est-ce que ça va changer quelque chose? La Guinée-Conakry était déjà dans des problèmes économiques très importants. Donc est-ce que ça va changer quelque chose? Pas grand-chose. Parce que la CEDEAO est en danger. Oui, bien sûr. La CEDEAO, c'est sa survie qui est actuellement en jeu. Donc si sont tête, ils vont mourir parce que tout le monde va se rendre compte que ben, les gens s'en foutent d'eux. Aujourd'hui, le Baniba est confronté à un problème sécuritaire qui est tellement important qu'à la limite, vous fermez nos frontières, on n'en a rien à foutre parce qu'on a les terroristes qui attaquent les villages burkinabés tous les jours. Et ce serait inhumain pour un pays qui subit autant d'attaques de décider de fermer ses frontières. Ça n'a pas de sens. Oui, mais vous ne l'avez pas dit pour le Mali. Le Mali avait plus de difficultés que le Burkina, mais ses frontières avaient été fermées. Je dis l'idée initiale de la CEDEAO en sanctionnant le Mali, c'était de faire exactement comme ils l'ont fait dans beaucoup de pays. On sanctionne, le pays recule. C'est ce qu'on a fait au Togo, c'est ce qu'on a fait en Guinée-Bissau, c'est ce qu'on a fait en Gambie. Et je peux citer d'autres pays. On sanctionne, le pays recule. Je vous rappelle qu'au Togo, en 2015-5, on a eu notre coup d'État institutionnel. Et puis, rapidement, la CEDEAO nous a sanctionné, on a fait demi-tour. Donc, dans beaucoup de pays, ça s'est passé comme ça, sauf qu'ils sont tombés sur un os qui est le Mali. Donc, initialement, la CEDEAO, à mon sens, pour le peu d'informations que j'ai, ne s'attendait pas à ce que le Mali résiste autant. On se disait, ok, on va le faire. Le problème, c'est que l'Union africaine n'a pas suivi, l'ONU n'a pas suivi, alors que dans les autres pays, non, l'Union africaine les condamnations étaient unanimes. Non, l'Union africaine a rarement... La CEDEAO est une exception en Afrique, en Afrique parce que les autres regroupements sous-régionaux ont peu de force sur la démocratie et les systèmes politiques des pays. C'est la CEDEAO qui, même déjà à l'époque, en 1994, avait constitué les ECOMOG pour aller faire la guerre au Libéria. Aucun autre regroupement sous-régional n'a réussi à le faire. Donc, la CEDEAO a été, au-delà de son aspect économique, de son rôle économique, a eu un rôle politique très avancé. Et par le passé, on a salué ce rôle-là. Maintenant, c'est que la CEDEAO est au carrefour de chemin. Est-ce qu'on continue à maintenir? Et là, on se fait éparpiller comme puzzle, on paraît complètement inefficace, ou bien on s'adapte avec le risque que ça fasse effet de jurisprudence et que demain vous avez une multiplication de coups d'État en Afrique sans que vous puissiez riposter. En un mot, si vous étiez le président de la CEDEAO, vous décidez quoi? Je serai intelligent, je vais composer. Vous levez les sanctions? Il faut se lever les sanctions en trouvant un argument, un raccourci
pour dire, ok, par rapport à, on avait demandé 2 ans, ils ont donné, non, on avait demandé 18 mois, ils ont donné 2 mois. On trouve qu'ils ont fait des efforts quand même substantiels. On va lever les sanctions pour 2 raisons, comme je l'ai dit, parce que les sanctions pénalisent beaucoup plus la population que les dirigeants. Et puis la deuxième raison, c'est que ça n'est pas efficace. Donc pour sauver sa survie, c'est peut-être trouver un bon diplomate cette voie de raccord en disant, au départ, ils ont dit 4 ans, 5 ans, après 4 ans, maintenant ils acceptent 2 ans. Ils ont fait des efforts sensibles. Bon, ils ont fait des efforts sensibles que nous saluons. Et puis, bon, par rapport à ça, nous allons lever de façon partielle. Ils peuvent garder quelques sanctions pour la forme. Nous allons lever de façon partielle des sanctions gardant celles-là. Et ça va être progressif, graduellement. Au fur et à mesure, nous aurons des éléments. Nous allons les lever, mais bon, voilà. Sinon, c'est la défaite. Les téléspectateurs nous diront ce qu'ils pensent. De votre point de vue, plus pour 228, je pense qu'ils vont j'aurai beaucoup de personnes 46, 10, 31. On va aborder le dernier sujet avec vous. C'est le Sénégal qui vit des tensions à 2 mois des élections législatives avec la liste de l'opposition rejetée pour ces législatives. L'opposition est-elle piégée? On va écouter un de ses leaders qui ne sera pas visiblement candidat à cette élection. C'est Sonko. On l'écoute et on commente. Dès aujourd'hui, restez à l'écoute. On vous donnera des instructions claires et limpides parce que le combat ne vient que de commencer. Si le pouvoir décide d'éliminer la liste de Yewwi Askan Wi aux élections législatives, qu'il sache qu'il n'y aura pas d'élection au Sénégal, ou si elle aura lieu, on fera face à Benno Bokk Yakaar. À partir d'aujourd'hui, je vous appelle à une mobilisation permanente. Macky Sall, son pied notre pied. Il n'aura plus la paix au Sénégal. Pour les prochains 16 mois qui lui restent au pouvoir, on ne lui facilitera pas la tâche. Il faut qu'il se fasse huer partout où il passe parce qu'il est un président illégitime. Le jeune leader Sonko. Jerry Tama, est-ce que le Sénégal a besoin de se tirer cette balle dans les pieds? Non, est-ce qu'il n'y a pas de crise politique qui soit nécessaire? Mais elles arrivent toujours. D'abord parce que nous, les politiciens, nous sommes toujours très spécialistes de ces mises en situation. Je pense qu'avec ce qui nous arrive devant aujourd'hui, le président sénégalais allait négocier avec Poutine l'ouverture de l'accès aux engrais, aux céréales. Donc ça veut dire que en fait, le problème aujourd'hui, on va se retrouver avec des problèmes de crise alimentaire éventuelle. Est-ce que des pays ont besoin d'une crise supplémentaire? Non, mais aujourd'hui la crise elle est là, il faut composer avec, il faut faire avec. Donc voilà. Mais comment vous analysez la situation? Pourquoi les partis au pouvoir, généralement dans beaucoup de pays, choisissent d'aller aux élections sans l'opposition? Bon, je ne suis pas spécialiste du Sénégal. Et pas Sénégal, ça c'est. Non, ce que je veux dire, attendez que je vienne que je dis. Je ne suis pas spécialiste du Sénégal. Je n'ai pas tous les éléments en main. Mais pour le peu que j'ai, c'est que ce que j'ai compris, parce qu'avant de venir dans cette émission, j'ai pris le temps quand même de lire un peu. C'est que dans un premier temps, ce n'est pas la liste de l'opposition qui est rejetée. Mais c'est qu'il y a une partie, parce que dans le code électoral, ce qui n'est pas le cas au Togo, c'est que vous avez les candidats et puis leurs suppléants. Donc la liste des candidats titulaires a été rejetée, mais pas la liste des suppléants. Donc il y aura une liste de l'opposition qui ira aux élections législatives, mais pas celle des candidats titulaires. Qui dérange? Qui dérange certainement. Le boulot de l'opposition, c'est de déranger. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on nous a expliqué aussi que du côté du parti au pouvoir, c'est la liste des suppléants qui a été rejetée. Et pour le peu que j'ai entendu aussi de certains leaders de l'opposition, ils reconnaissent qu'il y a eu des irrégularités, mais que normalement, on aurait dû leur laisser la possibilité de régler ces régularités. Donc après, quand vous rentrez dans ce genre de situation où il y a une reconnaissance d'un certain nombre de torts, normalement ça peut se régler à 2 niveaux. Premier niveau, c'est au niveau du gentleman agreement qui peut exister entre l'opposition et le parti au pouvoir, où on dit, ok, pour que le jeu politique soit fair play, il faut que tout le monde vienne. Moi, je serai à la place de Macky Sall, c'est ce que j'aurais fait. Parce qu'il faut que la victoire soit nette et belle. Il ne faut pas que la victoire s'appuie uniquement sur l'élimination pas élimination physique de l'adversaire. Donc pour moi, j'aurais été à la place de Macky Sall, j'aurais dit, écoutez,
je suis fort, ça fait plusieurs années que je suis au pouvoir. Je n'ai pas besoin de battre une opposition qui a le genou au sol, sachant quand même que lors des élections municipales, l'opposition a montré quand même qu'elle existait. L'opposition a pris la ville de Dakar et donc montré quand même qu'elle a une certaine puissance. Bon, maintenant, après, le deuxième point, c'est la voie judiciaire. C'est que l'hypothèse numéro 1, écoutez, le gentleman agreement qui peut exister, mais après, la politique, c'est la conquête du pouvoir. Donc, vous n'êtes pas forcément appelé à protéger votre adversaire s'il se met dans le pétrin. Donc la deuxième voie, c'est la voie judiciaire. Je ne sais pas si elle a été consommée, parce que normalement, dans ce genre de situation, c'est le tribunal administratif qui... Mais la justice, on sait comment elle fonctionne aussi. Mais ce que maintenant, après, vous savez, on ne peut pas faire la politique dans les pays... Dans ce contexte politique de Covid, de menaces, de la famine, je vous dis, mais les politiciens, mais pourquoi vous n'avez pas... comment on va dire, pitié des populations qui vont souffrir de ces crises. Mais après, maintenant, est-ce que je ne pense pas que l'opposition sénégalaise ait fait exprès? C'est peut-être une erreur manifeste. Vous savez, nous, on a été aux élections en élections municipales en 2019, où beaucoup de nos listes ont été rejetées, parfois sur des erreurs manifestes, parfois sur le fait que quelqu'un qui pensait qu'il avait, puisque l'âge limite c'était 25 ans, quelqu'un qui prenait uniquement en compte l'année, c'est-à-dire que en 2019, il pensait qu'il avait 25 ans, mais révolu, alors que quand on prend les mois, il n'a pas 25 ans révolu au moment où il dépose sa candidature. Et nous avons à l'époque aussi dit, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas nous permettre de remplacer? Ça n'a jamais été autorisé. Et moi, j'ai eu les listes de 9 communes qui ont été rejetées comme ça, alors qu'on avait la possibilité de remplacer une personne sur une liste peut-être d'une vingtaine de personnes. Donc, vous avez les questions de procédure, vous avez ces questions de procédure qui, parfois, font le jeu du parti au pouvoir, mais est-ce qu'on fait exprès de créer une crise? Non. Mais maintenant, est-ce que... Oui, on peut faire exprès de créer une crise. Non, je ne pense pas. Le cas sénégalais, Sonko est quand même dans les viseurs depuis... Non, mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que... C'est pour ça que je dis, du moment où il y a quand même une reconnaissance du fait que, oui, il y a eu une irrégularité à 2 reprises, parce que la première irrégularité, ils ont eu la possibilité, sur ce que j'ai lu et sur ce que j'ai écouté au niveau des cadres de l'opposition, ils ont eu la possibilité de régler la première irrégularité. Malheureusement, ils ont réglé la première irrégularité en recréant une autre irrégularité. Donc, à partir du moment où on reconnaît que oui, il y a eu des problèmes, pour moi, le fair play, comme je l'ai dit, je serais à la place du président Macky Sall, je dirais, écoutez, laissez tout le monde compétir. Mais après, peut-être quand on prend les résultats des élections municipales, où on se rend quand même compte que l'opposition est dans une dynamique, les gens profitent de la plus petite erreur pour faire la peau. Est-ce que c'est éthiquement correct? Non. Est-ce que c'est politiquement correct? Oui. Non, ce n'est pas politiquement correct, oui. Bah oui, politiquement oui. Éthiquement non. Mais parce que les victimes, ce sont les populations. Parce que non, mais vous avez écouté Sonko tout à l'heure avec les manifestations qui commencent. Après maintenant, vous savez. Oui, après. Donc vous voulez me dire politiquement ce sera correct? Non, mais je dis politiquement non. La politique, attendez les gars, il ne faut pas faire la politique. On n'est pas dans le royaume de bisounours. La politique, c'est la conquête du pouvoir en écartant dans la mesure du possible son adversaire. Et si l'adversaire commet des erreurs... Pas au prix non, mais c'est là vous raisonnez en tant que journaliste, en tant qu'activiste social, et ainsi de suite. Mais la politique ne se raisonne pas comme ça. Pourquoi est-ce que, par exemple, Macky Sall n'a pas pris le risque d'interdire la manifestation de la dernière fois? Parce qu'il sait que s'il interdit et que ça crée des heurts, c'est les populations qui vont souffrir. Mais si on autorise dans le cadre de l'exercice des droits des populations, on autorise des manifestations, qu'est-ce qui se passe? Dans le calme, comme ça s'est passé la dernière fois, la manifestation est aussi l'expression de nos libertés en démocratie. Et donc, ce n'est pas une mise en danger de personnes qui vont manifester de façon pacifique en espérant obtenir quelque chose. Moi, je l'ai écouté tout à l'heure dire qu'il n'y aura pas d'élection. Vous savez, dans beaucoup de pays, y compris le Togo, chaque fois qu'on est mis en difficulté, nous, au niveau de l'opposition, parfois, moi, je dis, commencez à préparer les élections en se disant, même si on n'a que des suppléants vont gagner. Vous savez ce qui s'est passé en Gambie? Oui, mais en Gambie, quand les principaux leaders ont été écartés, on se disait, ouais, mais celui qui a gagné les élections face à Yahya Jammeh, ce n'était pas quelqu'un qui était chef de file de l'opposition, bien la personne la mieux préparée, mais les gens se sont dit, il n'y a pas de souci, on se retrouve les manches en travail. Même Macky Sall, aujourd'hui, il est arrivé aux élections, il y a de cela maintenant 10 ans, en faisant quoi? En disant, je ne vais pas rentrer sur les oppositions parce qu'une bonne partie de la classe de l'opposition avait dit, nous on ne participe pas aux élections parce que les conditions ne sont pas réunies. Pendant que les gens disaient, pas d'élection, Macky Sall sillonnait le pays et voilà le résultat. Donc, moi je pense que s'il est établi qu'il y a eu des règles démocratiques, il y a eu des règles du code électoral qui n'ont pas été respectées, du moment où il y a une liste, ceux qui sont suppléants, ce n'est pas des gens qui n'ont pas de valeur.
Du moment où il y a une liste, c'est de se consacrer sur cette liste-là en disant, ben écoutez, si nous avons pris comme suppléant, c'est que vous avez de la valeur. Parce qu'un suppléant est supposé remplacer la personne en exercice si elle est appelée à d'autres fonctions ou si elle est dans une situation il est empêché d'incapacité. Donc, c'est plutôt accompagner la liste et faire en sorte que transformer, vous connaissez ma phrase, transformer la mobilisation populaire en une mobilisation électorale. Il ne faut pas tomber non plus dans ce piège qui consiste à dire si ce n'est pas moi, ben c'est le vide. Parce que du moment où on vous laisse manifester, vous allez manifester jusqu'à le jour des élections vont arriver. Si vous êtes resté longtemps en disant qu'il n'y a pas d'élection, on l'a fait au Togo à plusieurs reprises, oui, il n'y aura jamais d'élection. Sonko n'est pas Fabre. À mon sens, il peut aussi prendre cette voie-là. Quand tu commences à dire qu'il n'y aura pas d'élection dans un pays, c'est la voie ouverte à tous les désordres possibles. Oui, mais en un mot, hein, est-ce que l'opposition a de beaux jours devant elle quand on voit comment elle est muselée, elle est empêchée d'aller aux élections? Comme je le dis, je ne peux pas parler, je ne suis pas forcément bien placé, mais je le répète encore. Quand on utilise les tests, les lois, je le répète on crée encore, des conditions. Je le répète encore sur les éléments que j'ai. L'opposition n'est pas empêchée d'aller aux élections législatives. C'est la liste des titulaires qui a été invalidée et la liste des suppléants va compétir. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas dans une situation de déni. L'opposition est empêchée. En Voilà. tout cas, maintenant, les téléspectateurs nous diront ce qu'ils pensent de votre point de vue dans la seconde partie. Mais là, nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite pour la seconde partie de Niveau de Forum.